Salut. Alors, quand on veut créer un environnement dans un jeu vidéo, on a deux solutions. On peut créer soi-même l'environnement, à la main, ou créer un programme qui le fera à notre place. La deuxième méthode est bien plus intéressante, évidemment, car ça permet de générer des environnements en un temps très court, car l'ordinateur va bien plus vite que n'importe quel humain. Ça permet, par exemple, de générer un nouveau monde à chaque nouvelle partie, ce qui rend le jeu bien plus intéressant pour les joueurs. On peut aussi créer des cartes immenses, ce qui aurait été un long travail si on avait dû le faire à la main. Bien sûr, le problème, c'est qu'il faut trouver un moyen d'expliquer à l'ordinateur comment créer un environnement, car même si l'ordinateur peut générer l'environnement aléatoirement, il faut quand même qu'il y ait quelques contraintes et quelques règles qui soient respectées pour que le résultat reste cohérent. Alors, il existe énormément de méthodes qui permettent de générer des environnements, mais il y en a une qui est particulièrement intéressante, c'est la génération par effondrement d'ondes aléatoires. Alors, dit comme ça a l'air d'être un truc extrêmement compliqué, alors que en fait, pas tant que ça. Pour expliquer ça, on va prendre un exemple simple. Supposons que je souhaite générer une sorte de labyrinthe. Pour ça, je vais utiliser des images parmi cet ensemble d'images. Je vais agencer ces images entre elles dans une grille pour former le labyrinthe. On voit que certaines images peuvent se placer les unes à côté des autres, tandis que d'autres sont incompatibles, elles ne peuvent pas se mettre les unes à côté des autres. Bien sûr, il existe énormément de configurations possibles, et je voudrais que mon programme trouve l'une d'entre elles aléatoirement. Donc pour commencer, l'environnement est vide. On sait qu'à la fin, chacune des tuiles contiendra une des images correspondant à l'ensemble d'images vues précédemment. Donc pour l'instant, chaque tuile peut contenir n'importe laquelle de ces images. On peut dire qu'elles les ont toutes à la fois en quelque sorte. Bon, maintenant, il faut bien commencer par quelque part. Donc on va prendre une tuile aléatoirement dans la grille et on va la forcer à choisir une des images. Ça revient à choisir une des images aléatoirement et à l'assigner à une des tuiles de la grille aléatoirement. Une fois que c'est fait, on a plus d'informations sur ce à quoi va ressembler la configuration finale. Ici par exemple, il y a un mur. Du coup, la tuile à gauche n'a plus toutes ces images à la fois. Elle a uniquement toutes les images compatibles avec l'image de droite. On peut avoir un raisonnement similaire pour les autres tuiles aux alentours. Et en fait, on peut même aller plus loin. Par exemple, on voit qu'il ne peut pas y avoir de mur orienté vers la droite, deux cases à côté de l'image, car quelle que soit l'image sur la tuile d'à côté, aucune ne permet d'avoir un mur orienté de cette façon. On continue ainsi à propager les contraintes sur les tuiles adjacentes jusqu'à ce qu'on ne puisse plus faire de conclusion. C'est pour ça qu'on appelle cet algorithme génération par effondrement d'ondes aléatoires. Les tuiles sont dans un état aléatoire, c'est-à-dire avec tous les états à la fois, puis elles s'effondrent en un seul état, ce qui démarre une réaction en chaîne qui va réduire la quantité de choix des tuiles alentour, voire, s'il ne reste plus qu'un seul choix, les faire aussi s'effondrer. Bien sûr, il est rare que tout l'environnement s'effondre en un seul état dès le premier coup, et en général, il reste de larges zones aléatoires. Dans ce cas, il ne reste plus qu'à recommencer, en choisissant une nouvelle tuile aléatoire et en la faisant aussi s'effondrer. En continuant ainsi, on va avancer de plus en plus jusqu'à avoir un seul état, où chaque tuile n'est associée plus qu'à une seule image. Ce qui est super avec cette méthode, c'est qu'on peut très facilement étendre une région déjà générée. Pour ça, il suffit de calculer tous les états que peuvent avoir les nouvelles tuiles, puis de reprendre le calcul comme vu précédemment. On peut également inclure des zones que l'on aurait créées à la main. Par exemple, s'il y a une structure particulière que je veux dans mon labyrinthe, je peux les placer à la main, puis laisser le programme générer les zones restantes. Bon, évidemment, cette méthode n'est pas parfaite. Il y a notamment un problème que je n'ai pas encore mentionné, les paradoxes. Des fois, lorsque l'on fait s'effondrer l'image, on peut se retrouver dans un cas où aucune des images ne peut se retrouver dans une certaine situation. Dans ce cas, on ne peut pas terminer le calcul, et on a deux choix. Soit on annule le dernier effondrement, c'est-à-dire qu'on annule la dernière tuile que l'on a fait s'effondrer, et toutes les conséquences que ça a eu sur les tuiles avoisinantes, soit on repart à zéro en annulant tous les effondrements. La deuxième option est bien plus simple à mettre en place car il suffit de tout remettre à zéro. Mais pour que cette option soit efficace, il faut que les paradoxes soient assez rares. Mais si, malgré tout, il y a trop de chances de tomber sur un paradoxe, alors il faut avoir recours à la première méthode, car sinon le calcul deviendra extrêmement long. Pour réduire les chances de tomber sur un paradoxe, on peut, au lieu de choisir aléatoirement les tuiles, choisir celles qui ont le moins de choix restants. On dit que ces tuiles ont l'entropie la plus basse. Pour comprendre, on peut prendre pour exemple une grille de Sudoku. Dans une grille de Sudoku, on a des nombres qui sont déjà placés et des cases vides qui peuvent, à première vue, contenir n'importe quel chiffre. Avec les règles du Sudoku,
on peut bien sûr supprimer certaines possibilités, ce qui va nous permettre de faire de nouvelles conclusions, et, en continuant ainsi, on arrive à résoudre toute la grille. Mais, pour les grilles les plus difficiles, on peut se retrouver coincé, et on est donc forcé de faire des suppositions. Pour ça, il va falloir prendre une des cases vides, et choisir un des chiffres possibles. Si on suppose que la grille n'a qu'une seule solution, il y aura donc un seul de ces choix qui sera le bon. Les autres m'amèneront forcément à une situation dans laquelle je n'aurai plus aucun choix, et donc un paradoxe. Pour maximiser mes chances de tomber sur la bonne solution, il vaut mieux choisir une case où il y a le moins de choix. Par exemple, ici j'ai 6 possibilités, donc j'ai une chance sur 6 de trouver la bonne solution. Alors qu'ici, je n'ai que 2 possibilités. J'ai donc une chance sur 2 de tomber sur la bonne solution. C'est pareil avec notre algorithme. Moins il y a de possibilités restantes, moins il y a de chances que je fasse un mauvais choix en choisissant une des 2 cases. Bon et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai fait une autre vidéo où je montre juste les résultats de l'algorithme, et sinon on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt.